Voilà, bonjour. Le thème de la résilience, je me suis intéressée au thème de la résilience parce que j'ai vu beaucoup de personnes souffrant du burn-out, des personnes souffrant des états de stress post-traumatique et aussi les professionnels de santé. Donc là, toutes les personnes, quand on parle du burn-out, il y en a beaucoup qui me disent, ben oui, on connaît les symptômes, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour en sortir et comment prévenir. Et là, la résilience, il y a beaucoup d'intérêt partout dans le monde. Dans la semaine prochaine déjà, il y aura le deuxième congrès international sur la résilience, congrès mondial, là aussi où je vais présenter quelques ateliers sur la résilience et il y a de l'intérêt partout. Donc ici, je pense qu'en tant que professionnels de santé, travaillant avec des maladies chroniques, eux aussi, il leur faut de la résilience. Et la résilience, c'est aussi quelque chose, une approche plutôt positive de la psychologie positive et tout ce qu'on apprend dans l'hypnose, les méthodes d'Erickson. Il y a partout la résilience, peut-être pas sous le terme résilience, mais en tout cas, c'est là. Et la résilience, on peut le définir, en effet, ce nom vient de latin, et le terme a d'abord été utilisé dans le physique. Donc, ça veut dire salir, sauter, résilier, ressauter, sauter en arrière. Quand on a un élastique, le moment qu'on le lâche, ça revient au même format. Donc, il y a quelque chose de souplesse, de plasticité pour reprendre la forme et pour être résistant au choc. La résilience aussi en psychologie a été introduite et c'est Bowlby qui a fait des études sur les bébés et l'évolution, qui a introduit le terme dans ses écrits sur l'attachement. L'attachement, les premières relations entre bébé et maman sont en effet, là on fait la base de l'attachement et c'est l'attachement qui nous peut faire résilients pour le reste de notre vie. Et en France, c'est surtout le psychiatre Boris Cyrulnik qui a développé le concept de résilience et la recherche en psychologie. Lui-même avait subi des événements traumatisants dans son enfance. Et dans un de ses exposés, il a dit, où c'était avec un interlocuteur qui lui demande la notion de résilience que vous développez dans vos derniers ouvrages. C'est une très belle carrière. Pourquoi un tel succès? Et sa réponse est, quand on se penche sur les enquêtes épidémiologiques mondiales de l'OMS, on constate qu'aujourd'hui, une personne sur deux a été ou sera gravement traumatisée au cours de sa vie. Guerre, violence, viol, maltraitance, inceste. N'oublions pas les maladies, le choc d'avoir un diagnostic de cancer ou d'une maladie grave ou une maladie chronique. Ça aussi, à mon avis, je considère comme un événement traumatisant et c'est très important d'accompagner les clients, les patients pour prévenir les états de stress post-traumatique, aussi dans le domaine de la santé et de la maladie. Une personne sur 4 encaissera au moins 2 traumatismes graves. Et quant aux autres, ils n'échapperont pas aux épreuves de la vie. Voilà, la vie t'appelle. Et pourtant, il y a de l'espoir. Et le concept de la résilience qui désigne la capacité de se développer dans des conditions incroyablement adverses, ça n'avait pas été étudié de manière scientifique jusqu'à une période récente. Aujourd'hui,
C'est Boris qui rencontre un succès fabuleux en France, mais surtout en étranger. Et là, c'est un des organisateurs du congrès qui aura lieu à Roumanie au mois de mai, à Timișoara. Voilà. Autre définition, le ressort intime face aux coupes de l'existence. C'est un tricot qui noue une laine développementale avec une laine affective et sociale. La résilience n'est pas une substance, c'est un voyage, c'est une interaction entre ce qu'on a vécu et la personne. Tout ce qu'on a vécu, les bons événements de la vie et aussi les contretemps, les problèmes, tout ce qu'on a surmonté, là ça laisse des traces. Mais c'est en tricotant, en vivant la vie, qu'on a une évolution. Et l'interaction est importante. Et là, il y a aussi des facteurs qui font promouvoir la résilience. Et ce sont ces facteurs-là qui nous intéressent particulièrement. Récupérer, retrouver sa balance après un choc. Ou bien s'adapter en face de l'adversité, de trauma, de tragédie, de menaces, les sources importantes du stress, comme des problèmes relationnels, familiaux, santé, circonstances stressantes au travail. Il y en a partout. Il y a du burn-out chez les médecins, chez les professionnels de santé. Et c'est vraiment un souci en Belgique. On a installé Doctors for Doctors, sur un réseau pour aider les médecins qui souffrent de burn-out. Voilà. Résilience, ressources, traumatisme, problèmes, les maladies, les douleurs, les contretemps. La résilience, ce sont les adaptations et le développement. Exemple, l'accident d'autobus à Sierre. La résilience est sortie du support social, de la communauté, de se grouper, le deuil partagé parmi les parents. Ils avaient un but en commun, comment expliquer, et ils continuent à trouver des réponses pour ceux qui ne s'expliquent pas encore. Il y a les ressources individuelles, le support psychologique, et ils ont le but de reconstruire l'avenir, mais d'abord il faut faire le deuil et vaincre le traumatisme. Et il y a l'événement, le choc, le trauma, la perte. Et très récemment, il y a eu un accident très grave dans la même communauté où les parents des personnes qui avaient perdu un enfant à Sierre ont donné du support aux parents qui ont perdu un jeune homme ou une jeune fille parce qu'il y avait un accident avec 5 morts, donc très mortel. Donc, la résilience, on peut aussi le voir comme, faire une sorte de corde, une seule corde. Cela n'a pas tellement de résistance ou de résilience, ou n'est pas tellement forte. Mais quand on peut faire une combinaison des facteurs individuels, familiaux, les facteurs de soutien, là, ce sera plus fort. Et là, nous pouvons développer la résilience. Parce que les déterminants, il y a des questions. Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est la nature? Est-ce que c'est le résultat de l'éducation et les expériences de vie acquis? Les expériences et les relations peuvent changer la structure du cerveau. Ça, nous en sommes très conscients et persuadés. L'optimisme et la résilience peuvent être construits. Ce qu'on répète régulièrement, ça laisse des traces dans notre cerveau, dans tous nos fonctionnements. Donc, il y a des moyens à changer, à développer ce qu'on veut développer.
Et donc, Walsh a conclu, nous considérons la résilience comme une interaction continue entre l'inné et l'acquis. Dans la recherche, on a fait une recherche parmi 505 enfants nés en conditions de pauvreté. C'est une recherche des années 1955 à l'île de Kauai, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de recherches par après. Mais en effet, là, il y a 2 sur 3 d'enfants avec des problèmes et 1/3 sont des adultes normaux. Et comment expliquer? On a fait la recherche pour trouver quels sont les facteurs de protection qui ont aidé la survie. Et on a trouvé les caractéristiques des adultes normaux. En enfance, ils avaient au moins une relation personnelle avec un modèle de rôle ou un attachement à un soignant. En enfance, il avait un caractère facile, responsif, affectueux. Donc là, ça donne appel aux autres pour recevoir plus d'attention. À l'école, ils avaient beaucoup d'amis et des intérêts, participation aux activités sociaux et une meilleure maîtrise de la langue et raisonnement logique en comparaison avec les 2/3 avec des problèmes. Donc là, on peut faire des conclusions que la relation personnelle, avoir un réseau social, du support social, c'est vraiment quelque chose, si ça nous manque, ça nous rend moins résilients et c'est vraiment un élément primordial pour être plus résilient et développer la résilience. Et là, il y a aussi la relation avec l'attachement. Donc, améliorer, c'est un processus actif qui peut être activé par l'augmentation des facteurs protecteurs comme une relation avec un adulte soignant, compétence sociale et être agréable dans le contact, des émotions positives et la capacité d'autorégulation. Faire face aux événements stressants au cours du développement, ça facilite la gestion du stress des adultes. Donc, on ne donne pas un cadeau aux enfants par les gâter, par les éduquer en évitant tous les problèmes. Ça arrive souvent maintenant quand quelqu'un n'a pas de bons résultats à l'école, que les parents vont réclamer auprès des professeurs, au lieu de stimuler l'enfant pour faire mieux et pour l'aider à changer ou à s'adapter mieux aux difficultés de l'école. Donc là, éviter le stress, éviter les problèmes de la vie, ça résulte en ayant des enfants qui ne sont pas préparés à la vie et qui ne sont pas bien préparés pour les études par après. En neurobiologie, on a fait une étude, je pense à peu près 24 facteurs en neurobiologie. En plus, on a trouvé l'activation sympathétique limitée en situation dangereuse et stressante. Ça veut dire qu'on a un meilleur équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Et là, l'entraînement, pratiquer l'hypnose, comme on a aussi entendu dire ce matin, rééquilibre et ça peut donner une dominance du système vagal parasympathique qui peut nous protéger. Mais il y a des gens qui ont ça inné. Alors, on a trouvé des taux de neuropeptides Y élevés, et ça, c'est un élément qui contrôle la sécrétion de noradrénaline
et aussi une capacité de limiter la sécrétion de l'hormone cortisol releasing hormone. Ainsi, on a moins d'activation de l'axis HPA. On a trouvé des anomalies d'hippocampe dans les états de post-traumatique, et Charney, qui a fait l'investigation de plusieurs éléments, mais il n'y a pas de conclusion définitive là-dessus. En tout cas, ce que nous savons, ce sont les facteurs psychosociaux, les habiletés cognitives surpassant le moyen et un attachement stable en sécurité. Ça, c'est vraiment très important. Alors, les critères externes et les critères internes, c'est assez beaucoup. Externe, capacité à se socialiser sans désordre relationnel, maintenir les apprentissages propres du groupe de l'âge, l'attachement, l'absence d'expression de symptômes invalidants sur le plan de l'adaptation psychosociale et parvenir à une insertion professionnelle. Et au plan interne, c'est quand même important de se rendre compte de ces états intérieurs, des excitations, conflits et des affects qu'ils génèrent en étant capable de les partager avec un tiers. Je vais continuer avec l'autre slide pour vous montrer que c'est une interaction facteur interne-externe, qu'il y a une dynamique, une interaction, et que c'est en rencontrant, en vivant un traumatisme, que c'est là ce qui nous permet l'installation progressive de mécanismes tels que la sublimation et le développement de certaines facultés qui élèvent l'être humain au-delà de son état d'animal blessé. Donc, nous avons du contrôle, nous avons des moyens de survie. Et tout un processus, un cercle vicieux qui peut nous aider à sortir de la souffrance. L'individu, l'équipe, la communauté, la société. Les contretemps font partie de notre développement, les histoires personnelles et les facteurs neurobiologiques. Et il y a quelques expressions. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. D'accord? Pas d'accord? Il y a même une chanson en français là-dessus, par Johnny Holiday. Dans le contretemps, nos talents sont activés, nos habiletés qui risquent de rester endormies dans les circonstances favorables. La mobilisation de la créativité, brainstorming, problem solving, les moments de crise dans une équipe, c'est là qu'on trouve des solutions, on n'en avait pas pensé avant. Autre avantage, we survive on adversity, we perish in ease and comfort. Survivre parmi les problèmes et les situations pénibles et se faner dans le confort. Donc, par la résilience, vous pouvez transformer les obstacles en défis. Il n'y a pas d'échec, seulement des expériences d'apprentissage. Et on peut les considérer comme une opportunité à nous développer, à mieux gérer les affects, rétablir ou installer une stabilité émotionnelle. Et là, la résilience a un rôle dans la prévention, le traitement du burn-out et aussi pour surmonter les états de stress post-traumatique.
Il y a 10 chemins pour améliorer, stimuler la résilience qui ont été élaborés par la Société américaine d'hypnose. Connexion. La réalité, les problèmes, ça existe. Le changement fait partie de la vie, donc flexibilité, c'est ce qu'il nous faut à tout. Les objectifs, les actions, ce qu'on peut faire, la connaissance de soi, l'image positive de soi, voir les choses en perspective et garder l'espoir. Et en plus, se soigner, comme Thérèse a dit aussi, la nourriture, faire les choix, faire ce qu'on aime. Et là, je pense que c'est intéressant de travailler avec l'hypnose pour atteindre les changements désirés. D'un part, des processus d'attention et de flexibilité cognitive, changer la perspective, et comme Michael Yapko a dit, what you focus on, you amplify in your awareness. Ce dont nous nous focalisons, ça prend plus d'espace dans notre conscience, dans notre cerveau. Et qu'est-ce qu'on voudrait nos clients se focaliser dessus? Sur les ressources, sur la résilience. En hypnose, on peut atteindre les changements désirés et changer la focalisation. Les phénomènes hypnotiques ont rapport avec l'attention et l'hypnose peut changer la performance des personnes suggestives, inviter à faire des tâches qui exigent une attention prolongée. Mais ça, je pense que vous le savez. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est un entraînement du cerveau pour focaliser l'attention en hypnose et activer les cognitions et les émotions de résilience et revivre ou construire les éléments de résilience. Notre cerveau, c'est comme un muscle et nous allons renforcer les circuits de résilience en faisant du brain gym. Pourquoi pas? Comme on fait du gym, on fait de l'entraînement, aussi notre cerveau, brain gym. Voilà. Et qu'est-ce que l'hypnose va faire? En tant que professionnel en hypnose et communication suggestive, nous avons plus d'informations et de connaissances des méthodes que nos clients peuvent apprendre pour utiliser leur cerveau pour changer effectivement. Notre rôle ne doit pas se limiter à donner des soins, mais des méthodes aussi de proactivité. Par exemple, les connexions, tellement importantes dans la résilience. Il y a les connexions en réalité, mais aussi au niveau imaginaire, la mentalisation, la visualisation en hypnose. Même si elles ne sont pas disponibles, je compte sur une personne qui me supporte. Je pourrais lui raconter, elle pourrait me consoler, elle me dirait, elle me donnerait. J'ai des souvenirs des objets en prenant, en touchant, comme des déclencheurs. Je sens leur présence. Au niveau spirituel, je pourrais m'imaginer des liens invisibles. La présence de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est décédé, les souvenirs et même évoquer leur présence, leur voix. Et tout ça me donne des sensations de ne pas être seule au monde, d'avoir des liens. Ça peut m'aider à trouver du confort, du support, à régler mes propres émotions. Il reste 2 minutes, Nicole. Merci. Oui. C'est pas beaucoup. Alors, autre exemple, on peut travailler avec des métaphores, l'histoire du castor et l'arbre brûlé. Je vais le raconter dans mon atelier. Il y a la métaphore de la montagne.
Il y a tant de choses. Ce qui est aussi important, c'est une perspective optimiste. Créer l'idée ou l'espoir que des bonnes choses vont se passer dans votre vie. Voilà, de petites plantes, pseudo-orientation au futur, méthode d'Erickson. Et un exemple qui m'a touché fortement, c'est l'exemple d'Aaron Ralston, puisqu'il était fixé sous une roche, après avoir tout essayé pour se libérer. Il devait se couper les bras avec un petit couteau, après avoir été coincé pendant 4 jours, et il n'avait plus rien à boire. Alors le 6e jour, le seul moyen de survivre et de s'en sortir était de se couper le bras avec son couteau de poche. Il a réussi, et son objectif, c'était son fils futur, bien qu'il n'y avait pas encore de grossesse, mais ça, c'était l'espoir qu'il a gardé et qu'il a sauvé. Alors, je vais passer... Okay. Life is never made unbearable by circumstances, but only by lack of meaning and purpose. Sur la vie, ce n'est pas insupportable par les circonstances, mais seulement quand on ne peut pas donner de sens. C'est ce que Viktor Frankl a dit. Très souvent, au cours de nos existences, nous voyons nos rêves déçus et nos désirs frustrés. Mais il faut continuer à rêver, sinon notre âme meurt. Paulo Coelho. Alors, je vais passer à mes conclusions. Merci, Nicole. Encore. Voilà, dernière slide. Voilà. C'est les désirs frustrés aussi que de ne pas avoir tout ça, mais je pense qu'on pourra en bénéficier à ton atelier pour Voilà, avoir toutes ces... ça va. Alors, je vous remercie de votre attention et j'espère que la résilience fait partie de vous et que vous trouvez des moyens à développer la résilience maintenant et dans les ateliers et dans le futur et dans toute votre vie professionnelle. Merci. Merci, Nicole.